Ce soir, on proposait une rencontre, discussion avec l'auteur du livre Philosopher avec, pour être précis, Apprendre à philosopher avec l'animal, Benoît Schleckenburger, qui est docteur en philosophie et enseignant en philosophie en classe préparatoire, qui est aussi par ailleurs un animal politique, mais ce n'est pas la question qui sera développée aujourd'hui. Et on aura l'occasion de discuter de manière très libre, puisqu'on est peu nombreux, donc je pense que chacun pourra s'exprimer et partager ses questionnements. Questionnements qui sont d'actualité, enfin il nous semblait, puisque la question de l'animal est au carrefour d'un certain nombre de problématiques autour, évidemment, de l'alimentation, de la souffrance animale dont on parle beaucoup, et puis de l'effondrement de la biodiversité, de la disparition de certaines espèces, notamment des mammifères. Alors les animaux, c'est vrai que l'espèce humaine, elle a l'habitude soit de les faire travailler, soit de les manger, de les exploiter d'une manière ou d'une autre, de les disséquer. Parfois on joue avec, parfois ils nous tiennent compagnie, parfois on essaie de les comprendre, on les observe, et c'est plus rare qu'on essaie de philosopher avec. Donc la première question pour introduire ce sujet, c'est quelle idée étrange de vouloir philosopher avec l'animal, et qu'est-ce que tu entends par là, Benoît ? En fait, d'abord je remercie de m'accueillir. C'est quand même agréable de venir dans des lieux où on fait un peu autre chose que de la politique en ce moment. C'est bien de pouvoir discuter de fond, ça nous change. En tout cas, ça nous change, voilà. Bon, moi, enfin, pourquoi est-ce que j'ai voulu travailler sur cette idée d'apprendre à philosopher avec l'animal? Le plus simple, c'est peut-être de partir un peu de cette notion d'animal politique et d'un parcours tout simple. Moi, je suis prof de philo. Pendant des années, j'ai fait de la philosophie très classique, donc j'enseignais très classiquement aux élèves les catégories dans lesquelles, de manière dominante, on avait pensé la différence entre l'humanité et l'animalité. Donc, qui partait d'un point de vue de l'exception humaine et avec l'ensemble des critères qui étaient la plupart du temps énoncés pour penser cette exception. La conscience, l'âme, pour la théologie, la raison contre l'instinct, bon, tous ces éléments qui étaient des choses que je répétais peut-être un peu naïvement, mais aussi c'est le travail de débutant en philosophie que de faire ces catégories. Et puis par mon parcours philosophique propre, où moi je me suis de plus en plus intéressé à la question du matérialisme, et je m'empresse de dire que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'animalité ou de la cause animale ou de la philosophie de l'animal, mais je suis peut-être un philosophe généraliste, comme il y a des médecins généralistes, voilà. Donc moi je suis un peu touche à tout, mais je m'intéresse plutôt d'une approche matérialiste. Et peu à peu le matérialisme a fini par me faire prendre conscience d'une évidence, c'est que l'homme est un animal, voilà, un animal peut-être politique, mais en tout cas un animal, et que pourquoi est-ce que je m'entêtais à continuer à penser cette exception humaine? Et donc je me suis mis à travailler pour moi d'abord la question de l'animal, et puis ça m'a permis ensuite de faire un article sur la question de l'animal dans les cours de philosophie, parce que c'est aussi évidemment une question qui parcourt non pas le programme de philosophie, mais les questions des élèves, parce qu'à chaque fois qu'on enseigne les grandes notions de philosophie en classe de terminale, la conscience, la liberté, on retombe dans ces différences que je nommais tout à l'heure, et donc de vouloir revisiter la question philosophique de l'animal, en partant le plus souvent en effet des catégories habituelles, c'est-à-dire la culture, la conscience, le langage, de faire un peu un état de ce qu'a été la pensée de la philosophie philosophique de l'animal jusqu'à présent, on va dire jusqu'au XVIIIe siècle, qui a été quand même dominée par, alors on pourra discuter ensuite, un anthropocentrisme, un humanisme, et qui ne prenait pas en compte ce fait d'abord matériel, l'animal que nous sommes, et cet autre fait, c'est qu'on connaissait très mal l'animal. Et qu'à partir du moment où on s'est mis à mieux connaître les animaux, et peut-être que là aussi il faudra discuter, parce que le concept d'animal aussi permet d'unifier les êtres unicellulaires, les vers de terre, les moules, les bonobos, les fourmis, enfin c'est quand même un monde assez différent. Donc les nouvelles connaissances qu'on a de l'animalité et des comportements animaux revisitent toutes ces catégories. Donc ce livre est fondé là-dessus, c'est-à-dire revenir sur les catégories classiques et intégrer les questions nouvelles du point de vue de la philosophie. Voilà.
Donc, ce livre, on va dire que tu le démarres par une question autour des frontières, précisément, entre ce qui distingue l'humain de l'animal. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a évolué historiquement, cette question? Oui, bah, évidemment, l'un des débats, moi, qui m'intéresse, ça a été de revenir sur cette opposition qu'on faisait entre l'humanité et l'animalité. Voilà. Se mettre à essayer de penser, justement, le propre de l'homme en tant qu'espèce, le propre de l'animalité qui est aussi en nous, et puis peut-être rompre avec cette coupure qu'on faisait entre le monde animal et la conception peut-être anthropocentrée. Bon. Le problème de fond qui, moi, m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut continuer à penser un humanisme avec les nouvelles connaissances de l'animal? Et j'espère qu'on pourra discuter de cette question. Donc moi, j'ai voulu d'abord penser la question de l'animal dans une perspective matérialiste. Alors le matérialisme, hein, c'est toujours difficile quand on commence à exposer les choses, de savoir jusqu'où il faut aller dans la précision et le rappel des choses, mais le matérialisme, en fait, c'est une doctrine philosophique qui est minoritaire dans l'histoire de la philosophie, même si elle a de grands penseurs, d'Épicure à Marx, par exemple, Machiavel et d'autres. C'est une pensée qui prend beaucoup appui sur les connaissances scientifiques de son temps et qui se refuse de penser au-delà de ce que serait l'expérience sensible et matérielle. Bon. Et le matérialisme au XVIIIe siècle, moi j'ai fait ma thèse sur les matérialistes du XVIIIe, avec Lamétrie, Helvétius, rompu avec toute exception humaine. Bon. Parce que l'exception humaine, elle consistait à dire que, soit dans une perspective théologique, donc dans l'ordre de la création, parce que Dieu aurait fait l'homme à l'image de lui-même, bon, soit dans des perspectives plus classiques en philosophie, que ce soit les philosophies du sujet qui émanent avec Descartes, qui fait de l'âme humaine ou de sa conscience la spécificité, et puis tous les rebondissements, la question du sujet, la question de la conscience humaine, jusque dans l'existentialisme sartrien, bref, la conscience était au cœur de ce qui nous distinguait des animaux. Bon. Au passage, je voudrais quand même juste défendre un petit peu ce pauvre Descartes, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'à cause de Descartes, on s'est rendu maître et possesseur de la nature. C'est vrai que c'est une des phrases de Descartes dans le discours de la méthode de 1637. Mais la manière dont il permet d'introduire cette question, c'est aussi une perspective scientifique. C'est-à-dire qu'il refuse de faire de l'étude du monde vivant animal et du monde de la matière une exception d'un certain point de vue. Et c'est pour ça qu'on lui attribue la théorie de l'animal-machine. Donc deuxième différence, l'homme aurait de la liberté, de la volonté, de la raison, l'animal serait comme un simple mécanisme. Bon, l'avantage chez Descartes, c'est que ça ouvre la possibilité de la biologie, parce qu'on va se mettre à étudier progressivement le vivant, comme on étudie le reste de la nature et le reste de la matière. Bon. Mais en même temps, chez Descartes, ça veut dire qu'il y a quand même une rupture ontologique, donc fondamentale, métaphysique même, entre ce qui serait le propre de l'homme, un être doué de volonté, de liberté, de raison, de conscience, et le monde animal qui serait voué à une vie seulement instinctive et, chez Descartes, mécanique. Même si chez Descartes, il y a une reconnaissance de la sensibilité animale, de la sensation, qu'on ne retrouve pas chez ses disciples, comme Malebranche. On connaît tous l'anecdote de Malebranche qui dresse sa chienne et pour montrer qu'elle ne souffre pas, il donne un coup de pied et il dit « elle crie mais elle ne sent pas ». Parce que c'est comme un piano qui serait... Donc il y a quand même il y a quand même, oui, un lourd fondement métaphysique dans la philosophie du sujet qui permettrait de penser l'exception humaine. Bon, or, aujourd'hui, et notamment le XXe siècle, a profondément bouleversé la connaissance scientifique qu'on a de l'animal. La notion d'instinct a été totalement revisitée. Elle n'est pas vouée à cette conception mécanique qui consisterait à dire que est instinctif une uniformité de réaction de tous les individus d'une espèce dans des mêmes circonstances. Bon, c'est vrai qu'il y a des comportements instinctifs qui sont analogues à ce genre d'événements. Quand on songe par exemple à la manière dont les abeilles pollinisent et vont rapporter le miel à la ruche. Donc il y a certes une partie d'automatisme ou de réflexe, mais on s'est aperçu qu'en réalité, dans le monde animal, il y avait une énorme diversité comportementale. Et ça, c'est d'abord le travail sans doute des éthologues, ou des chercheuses, en l'occurrence comme Jane Goodall, qui ont pu observer in vivo, et non pas en laboratoire, avec tous les biais d'observation, le monde animal, et s'apercevoir que les critères par lesquels on fait la distinction ne sont plus des ruptures radicales, mais plutôt des échelles.
Donc par exemple, on pensait qu'il y avait la culture humaine et pas de culture animale. Bon, ben, on sait avec Philippe Lestel, par exemple, qu'il y a des origines culturelles animales de la culture. On pensait que seul l'être humain avait inventé la technique. En réalité, bon, tout est évidemment une difficulté de comment est-ce qu'on nomme les choses et comment éviter le fait de nommer technique une attitude proprement humaine. Mais si on veut dire par technique qu'il y a introduction de médiation entre le corps et la matière, si on veut dire que par technique il y a inventivité dans face à certains problèmes à résoudre, eh bien il y a des animaux qui utilisent des outils beaucoup plus que ce qu'on pensait auparavant. La caricature, c'est de dire qu'à part le singe qui utilisait une brindille, il n'y avait pas grand-chose. D'abord, on s'aperçoit que les chimpanzés peuvent utiliser d'entre 15 à 25 outils différents, que dans des protocoles expérimentaux, on voit qu'ils inventent des éléments différents, qu'il y a des formes de transmission d'acquis techniques de génération en génération, dont on pensait que par le thème de l'histoire, c'était la spécificité humaine. Par exemple, la manière dont on s'est aperçu comment, l'anecdote est là aussi connue, hein, certains singes au Japon se sont mis à laver autrement les patates douces, d'abord à l'eau douce, puis après à l'eau salée, parce que c'est meilleur. Et alors qu'elles ne le faisaient pas initialement, elles l'ont transmis à leur descendance. Il y a cette manière dont on voit comment des animaux au contact du monde humain sont inventés de nouvelles techniques, par exemple les corbeaux qui ouvrent les capsules de lait en Angleterre avec le laitier qui pose le lait et clac. Évidemment, ça, ce n'était pas un comportement instinctif et naturel par définition, puisque la capsule de lait a été introduite artificiellement dans la nature par l'homme. Là, pour le coup, là, tu parles de transmission technique. Qu'est-ce que tu entends par culture dans le cadre de la vie animale? Alors, je vais y répondre tout de suite, mais je voulais donner d'autres exemples, mais c'est pas grave. Mais la conscience, mais la culture. Parce que tu l'as cité juste avant, tu es passé un petit peu vite. C'est vrai, voilà, j'y reviendrai. Okay. Non, mais la culture, tout ce qu'on pensait, là encore, proprement humain, d'une part, la personnalité humaine. Oui. Alors, on sait que chez certains animaux, il y a des comportements singuliers, différents. Quiconque a eu plusieurs chats se rend compte que n'ont pas le même tempérament, voilà. Et quant à la culture, le terme de culture est un terme immense, hein, qui renvoie à la fois à des comportements techniques, esthétiques, à peut-être un monde des valeurs. Bon, et tous ces éléments, on les retrouve dans des comportements animaux de manière graduelle. Alors, par exemple, on s'est aperçu qu'il y a certains oiseaux ou certains poissons même qui ont une attitude quasi esthétique. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est esthétique? Parce que ça modifie les formes et les couleurs sans intérêt, sans utilité du point de vue de l'immédiateté d'une action de pure survie, et même parfois avec des conséquences qui pourraient être péjoratives du point de vue d'une théorie de l'évolution. C'est-à-dire que ce n'est même pas des avantages évolutionnistes. Bon, donc là, il y a peut-être des éléments. La culture, c'est peut-être aussi tout ce qu'on va ouvrir, et ça j'y reviendrai peut-être dans un deuxième temps, autour de questions de la morale, de l'éthique, mais on accordait la moralité seulement à l'être humain, et en réalité on s'est aperçu que dans certaines collectivités animales, bien sûr très réduites, hein, dans les centaines de milliers d'espèces, même de millions d'espèces qui existent dans le monde, chez certains, par exemple, singes supérieurs ou chez certains mammifères supérieurs, il y a comme des rapports moraux. Soit des rapports de confiance, soit des rapports de contractualisation de certains échanges. Donc, quand il y a des relations quasi de chefferie, ou au contraire de trahison, de mensonge chez les animaux. Mais c'est énorme parce que on parlait tout à l'heure de l'animal politique. L'animal politique, ça réfère à un texte d'Aristote dans les Politiques, et c'est le texte fameux dans lequel Aristote définit l'homme comme étant un politikon zoon, c'est-à-dire un être politique. Un animal politique, ce qu'on traduit indifféremment politique ou sociable, selon les périodes et selon ce qu'on veut tirer du texte, même si c'est vraiment politikon en grec qui est dans le texte. Dans ce texte, Aristote, toujours dans la tradition de la philosophie naissante, la philosophie grecque, distingue l'homme de l'animal. De même que Platon faisait des distinctions, il y a les bêtes à poils, les bêtes à plumes, etc., etc. Et bref, il disait que l'homme est un animal bipède sans plumes. Ça, c'est la définition de Platon dans Le Politique. Bon, c'est un peu compliqué, ça va pas très très loin. Le philosophe cynique Diogène, d'ailleurs, plume un poulet, le jette à ses pieds, dit tiens, voilà un homme. Bon, voilà, Diogène qui était plutôt sur une perspective matérialiste. Quand
Aristote définit l'homme comme un animal politique, il essaie de comprendre ce qui fait pour lui la spécificité du mode de vie humain. Et ce n'est pas simplement le fait de vivre en groupe, parce qu'il signale Aristote dans le même texte qu'il y a des animaux grégaires, par exemple les grues, les flamants roses, les abeilles, mais c'est le fait d'avoir une capacité particulière qui, pour moi, ouvre le monde de la culture, le monde de la morale, le monde de la politique. C'est le langage. Pour Aristote, l'être humain est un être de langage, logos en grec. Et il nous dit, eh bien, ce n'est pas le cas chez les animaux. Alors j'ai ce court extrait, je vais vous le lire parce que, après tout, c'est un texte extrêmement important. Je dois l'avoir quelque part, hein, mais normalement pas si loin dans mes notes. Ah oui, il est dans le bouquin, c'est vrai. C'est aussi simple. Je l'ai mis dans le bouquin. Excusez-moi, c'est... Voilà. De là, cette conclusion évidente que la cité est un fait de nature et que naturellement, l'homme est un animal politique, politikon zoon, et que celui qui reste naturellement sauvage, non par le hasard des circonstances, est certainement ou un être dégradé, ou un être supérieur à l'espèce humaine. Donc, il y aurait des animaux dégradés, des êtres humains dégradés. Là, ils pensent aux esclaves, peut-être, ou aux barbares, chez les Grecs, ceux qui ne maîtrisaient pas le langage. Et puis, les surhommes, c'est-à-dire les dieux. Hein. Bon. C'est pourquoi l'homme est un animal infiniment plus politique que les abeilles et tous les autres animaux qui vivent en communauté. Donc, il y a bien des animaux qui vivent en communauté. En effet, comme je l'ai dit souvent, la nature ne fait rien en vain. Non, c'est Aristote qui le dit, c'est pas moi. Justement, on verra tout à l'heure ça. Or, elle accorde le langage, logos, à l'homme exclusivement. La voix, phonée, peut bien exprimer la joie et la douleur. Aussi ne manque-t-elle pas aux autres animaux parce que leur organisation va jusqu'à ressentir ces deux affections et à se les communiquer. Donc, en effet, Aristote nous dit que les animaux ont un cri, un son, la voix, qui permet d'exprimer des affections, c'est-à-dire des sensations. Par exemple, pour revenir au chat, si on lui marche sur la queue le matin, lui donnant des croquettes parce qu'il est trop insistant, il miaule. Comme nous-mêmes, quand on se lève et qu'on se tape le petit doigt de pied dans le bas du lit, ça fait très mal, donc on crie. Voilà. On émet immédiatement quelque chose qui relève de la sensation. Et parfois, des animaux se communiquent à d'autres des sensations. Quand la crie a une sensation de peur parce qu'on rentre sur son territoire, enfin, c'est pas le cri de la pie, excusez-moi, mais voilà, c'est un cri beaucoup plus. Voilà, on entend ce cri quand on rentre dans la forêt, là, comme ça, bien. Donc les animaux, en effet, ont des sensations, peuvent se les communiquer, mais ce n'est pas du langage, du logos. C'est-à-dire que le langage humain, donc le langage, est fait pour exprimer l'utile et le nuisible, et par suite ainsi le juste et l'injuste. L'utile et le nuisible, le juste et l'injuste, ça signifie que les êtres humains, par le langage, logos, c'est à la fois langage, discours, raison en grec, c'est plus polysémique qu'en français, ça veut dire qu'on aurait la capacité de dire l'utile et le nuisible, c'est-à-dire de faire des jugements rationnels, parce qu'on se demande si tel ou tel outil est plus ou moins utile, plus ou moins nuisible, c'est-à-dire qu'on compare ce qu'il est à ce qu'il pourrait être dans une échelle de valeur, utile ou nuisible. De même que le juste, l'injuste, le bien et le mal relèvent du même type d'opération intellectuelle. C'est un jugement. On observe un fait, par exemple, je mets une mauvaise note à un élève, voilà, et l'élève me dit « Monsieur, c'est pas juste ». Ça veut dire que pour lui, ce qui est, la note, n'est pas juste par rapport à un ordre de valeur qui n'est pas dans l'être. Donc le langage nous permet cette sortie métaphysique de l'être, pour parler philosophiquement, dans lequel on est capable de rapporter l'être à des critères et des valeurs. Et ça serait spécifiquement humain, nous dit Aristote. Bon. Et on voit bien qu'autour de ces notions de juste, d'injuste, la morale, la loi, autour des notions d'utile et de nuisible, la technique, l'efficience, eh bien, on dessine le champ de la culture, c'est-à-dire le champ de la morale, le champ de la technique, le champ de la loi, le champ de l'histoire, etc. Or, précisément, notre connaissance du monde animal a là aussi un peu évolué. Dans le sens où on n'en reste pas à cette idée malbranchienne, que taper sur un animal, ça fait un son. Bon. On n'est pas non plus dans la description des seuls codes de communication animaux, comme on l'a fait déjà au XXe siècle, ou même fin XIXe, ou quand Karl von Frisch, dans son merveilleux livre sur la vie des abeilles, démontre ce que les abeilles se transmettent, et là on reste dans un code de communication. C'est-à-dire qu'on sait que la danse des abeilles permet de communiquer la distance et la direction de la zone de pollinisation, mais pas plus. Voilà. Mais certains autres animaux
ont des capacités linguistiques plus grandes. Et ça, c'est le résultat, pour le coup, de la science aujourd'hui, qui d'une part observe mieux des phénomènes de variation au sein d'une espèce, entre individus, observe mieux le fait que même des animaux qu'on pensait très frustres, comme les souris. Hein, donc si vous avez vu le sketch des Monty Python, où ils ont fabriqué un piano avec des souris, vous n'avez pas vu ce sketch des Monty Python? Donc il y a des souris comme ça, et ping, 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 ils tapent sur les souris, elles font un petit cri. Bon, en fait, par des phénomènes d'enregistrement qui ne sont pas à l'oreille humaine, on s'aperçoit qu'il y a une variation dans les cris des souris. Certains éthologues qui travaillent avec des linguistes repèrent chez certaines formes de communication des singes supérieurs des variations de syntaxe. Voilà. Donc on n'est plus du tout dans un code frustre chez certains animaux. Évidemment, la moule, l'huître, le ver de terre, non, reste très, très en deçà de tout. Hein. Voilà. Bon. Donc il y a cette idée que, voilà, que là aussi, ce monde de la culture ouvert par le langage est en train de varier. Et l'histoire. Hein, on pensait que l'histoire était une spécificité humaine parce que c'était le devenir humain qui se transformait au cours des âges. On voit très bien, même chez Rousseau, qui pourtant est très sympathique vis-à-vis des animaux en leur accordant une moralité, même chez Rousseau, c'est la perfectibilité humaine, donc l'histoire, la capacité de progresser en bien ou en mal, hein, chez Rousseau. Hein. Il n'est pas du tout un apôtre du progrès absolu, on le sait bien. Chez certains animaux, on arrive à déceler une évolution, certes beaucoup moins grande que dans le monde humain, mais aussi les historiens se mettent à travailler sur des histoires singulières d'animaux. Hein. Vous avez Éric Baratet, qui est un historien de Lyon, hein, je crois qu'il est à Lyon 3, qui a publié toute une série d'ouvrages sur des histoires singulières d'animaux. Voilà, où il dit, voilà, jusqu'à présent, l'histoire n'en parlait pas, mais je vais vous donner deux exemples. La guerre de 14-18, c'est des millions de morts animaux, c'est les chevaux, c'est les chiens, voilà, qui vont au front, etc. On n'en parlait jamais, et pourtant, dit-il, en historien, on n'en parlait pas et on avait la matière. Parce qu'il y a les archives, parce qu'il y a les commentaires des vétérinaires, parce qu'il y a les commentaires des paysans chez qui on vient réquisitionner, qui disent celui-là, attention, il a tel et tel caractère, celui-là autrement. Bon. Donc on pourrait recomposer des histoires singulières, des personnalités. Bon. Ou alors, quand Éric Baratet fait le récit de Zarafa, hein, qui est la première girafe à être venue en France, qui a débarqué à Marseille, qui est remontée à pied jusqu'au Jardin des Plantes à Paris, qui était effrayée à Marseille, parce que c'est des immeubles sombres, il y a du bruit. Par contre, elle était très à l'aise place Bellecour. Elle est passée à Lyon. Parce que c'était comme la savane. Bon, et donc, on a tous ces récits de variations, d'émotions, etc. Donc, on arrive justement à mieux connaître le monde animal. Donc, tous ces critères par lesquels on faisait des exceptions humaines tombent. Bon. L'autre idée aussi, c'est que du point de vue matérialiste, avec Darwin, et avec toutes les théories de l'évolution, l'espèce humaine, à son tour, est incluse dans le monde animal. Hein. Nous sommes des animaux, enfin, je veux dire, on mange, on est des mammifères, bon, voilà. Donc il y a cet élément. Voilà, je ne sais plus à quelle question je répondais. C'était l'histoire de cette évolution de la frontière perçue entre le monde animal et puis le monde humain. Tu as évoqué cette question de distinction, différenciation. Qu'en est-il de la question de la hiérarchisation, c'est-à-dire de la perception qu'on aurait, nous, espèce humaine, supérieure à un monde animal, ou de taxinomie qu'on produit sur le monde animal en les hiérarchisant, les espèces les unes par rapport aux autres? Bon, déjà, si on parle de hiérarchie, on est typiquement dans ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a des hiérarchies et des critères, donc il y a toujours le risque anthropomorphique d'attribuer comme critère de hiérarchisation des choses qui sont proprement humaines. Bon. Historiquement, on a plutôt d'abord pensé non seulement à hiérarchie, mais surtout l'exception humaine. Hein, c'est-à-dire que l'être humain ne serait pas simplement plus intelligent, quels que soient les critères qu'on a intelligent, plus technique, non, radicalement autre. Et notamment dans toutes les philosophies qui ont accompagné les théologies monothéistes. Hein. Parce que dans les théologies monothéistes, si l'homme est fait à l'image de Dieu, il est radicalement différent des animaux qui, eux, ne sont pas à l'image de Dieu. Bon, quelles que soient les subtilités au Moyen-Âge, parfois d'accorder ou pas une âme à certains animaux, des procès des animaux qui ont pu avoir lieu, certains courants, par exemple du christianisme, autour de saint François d'Assise, ou d'autres qui vont quand même regarder l'animal comme étant une créature, différente. Bien, mais... Pardon.
Je ne vais pas te couper, mais c'est cette histoire de procès d'animaux, tu as des exemples en tête? Ah oui, il y en a deux. Alors, je ne pourrais pas donner les dates exactement, hein. Mais il y a eu plusieurs fois des procès d'animaux, notamment pour des ânes ou des cochons qui ont tué, soit un âne qui avait été accusé d'avoir tué quelqu'un par une ruade, hein, un cochon qui avait dévoré un nouveau-né, à l'époque où les nouveau-nés étaient un peu parfois abandonnés, plus ou moins, et beaucoup de cochons errants. Bon, et il y a aussi une fois un procès beaucoup plus intéressant de sangsues. Voilà. Des sangsues qui avaient infesté un marais, et en cathédrale, un évêque avait pris une des sangsues, l'avait condamné parce qu'elle avait porté atteinte au bien-être des paysans, et l'avait condamné à avoir la tête tranchée. Bon, quand on sait ce que c'est qu'un ver, bon, voilà. Voilà. Donc il y avait cette idée-là que certains animaux avaient peut-être une certaine responsabilité, avec toute une évolution justement très ancienne de la question de la réparation des fautes commises par les animaux. En sont-ils responsables? Est-ce le maître, le propriétaire? Enfin voilà. Oui. Justement, est-ce que tu peux nous éclairer sur la fonction de ces mises en scène qui conduisent à faire le procès des animaux dans des cadres institués? Enfin, c'est toute la. Je n'ai pas de réponse complètement définitive et puis très fouillée, hein. Mais c'est aussi toute la manière dont les religions, même dogmatiques, se sont accompagnées de croyances et de culture populaire, hein. Donc les deux étaient mélangés. Bon, voilà, dans le christianisme, il n'y a pas que le dogme radical. Donc je pense que ça tient plutôt à cela, hein, à cet élément. Bon. À l'époque, la question de l'âme des bêtes n'est pas aussi tranchée au Moyen-Âge qu'elle le sera à l'époque moderne. Celui qui tranche définitivement la question, qui sépare le monde animal du monde humain d'un point de vue presque scientifique autour de l'âme, c'est Aristote. Descartes, pardon. Voilà. Puisque précisément, le concept d'âme au Moyen-Âge vient de la philosophie scolastique, donc qui est très matinée d'aristotélicisme, d'Aristote. Et chez Aristote, il y a l'idée qu'il y a trois âmes. Le mot âme, évidemment, les mots, ils ont des histoires et ils changent de sens au fur et à mesure. Le mot âme, dans l'Antiquité grecque, il a plusieurs connotations, si on veut renvoyer à l'intelligence, à la pensée, au souffle vital, etc. Et on le voit aussi d'ailleurs sur la difficulté de traduire âme, esprit, du latin. Bon. En latin, âme se dit anima. C'est ce qui anime les choses. Et ce qui va être le renversement cartésien, c'est-à-dire que l'animal n'a pas d'âme. Voilà. Pourquoi? Parce que l'âme, au Moyen-Âge, inspirée d'Aristote, a trois niveaux. Il y a l'âme végétative, qui assure les fonctions de croissance et de nutrition, donc qui est partagée avec les végétaux et les autres animaux. Il y a l'âme sensitive, qui là serait réservée aux animaux, puisque ce serait en fait tout ce qui est pour nous acte réflexe, acte de motilité, c'est-à-dire le fait de déplacer, enfin de mettre en mouvement son corps, et de mobilité ensuite. Bon. Et puis l'âme rationnelle que seul l'être humain aurait, qui permet l'intelligence, la pensée. Et Descartes radicalise les choses en disant seul l'être humain a une âme, elle est raisonnable, elle est libre, voilà, et l'animal, lui, n'a pas d'âme du tout, c'est un mécanisme. Voilà l'origine de cette distinction. Alors, justement, je te présente parce qu'on a Amandine Watteau qui est là et qui s'intéresse aussi beaucoup à cette question de la cause animale et qui a une lecture très, très pointue du livre, donc évidemment qui va intervenir quand elle... Ma question, puisque maintenant on a un peu déconstruit toutes les distinctions entre les humains et les animaux, donc il y a souvent un discours qui viendrait plutôt de philosophes plutôt conservateurs que la défense des animaux, des droits ou avoir un rapport un peu plus, on va dire, respectueux envers l'animal est un anti-humanisme. Comment vous pourriez expliquer cette position? Alors, je peux l'expliquer parce que c'est vrai que ça a été posé comme ça, d'abord par de nombreux philosophes qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la philosophie du sujet, hein, la philosophie du sujet qui apparaît à l'époque moderne, qui se concentre par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est une déclaration des droits fondée sur l'idée qu'on a une conscience, une liberté. Bon, c'est tout cet univers. C'est toute la thèse de Luc Ferry, dans son ouvrage un peu ancien là, sur le nouvel ordre écologique, dans lequel, reprenant les caricatures de l'écologie américaine et de la deep écologie, n'y voit qu'une entreprise d'anti-humanisme. Et aussi, ça s'explique par la manière dont, on y reviendra peut-être plus longuement, mais dont l'antispécisme s'est lui-même construit comme un anti-humanisme.
dans quelle chose? C'est pas être contre les humains que d'être anti-humaniste. Et c'est pas être seulement pour les humains que d'être humaniste. Humaniste, c'est de penser que, dans la conception de Luc Ferry ou des antispécistes, que l'espèce humaine serait une espèce par nature différente des autres. Par nature différente des autres, pour l'un des critères qu'on a énumérés, la conscience, le langage, la raison, etc. Et que ça lui donne donc un statut ontologique ou un statut de dignité un peu différent des autres. Tous, les animaux auraient quelque chose en moins que l'homme. Et c'est vrai qu'on a souvent pensé l'homme par miroir avec l'animal, et l'animal comme un défaut d'homme. Il manque quelque chose à l'animal. Bien. Donc cette conception humaniste-là, c'est une certaine tradition d'humanisme qui culmine dans les théories du sujet. Bon. Mais il y a eu d'autres humanistes dans l'histoire. Par exemple, Montaigne, qu'on présente comme étant le fondateur de l'humanisme à la Renaissance, n'a pas du tout cette approche-là. D'abord parce que c'est un philosophe sceptique, donc déjà pour affirmer des choses radicales, il faut se lever tôt pour trouver une thèse qui ne soit pas contredite par Montaigne lui-même dans ses essais, mais surtout parce que lui, s'inspirant de Plutarque, auquel rendra hommage Rousseau, eh ben, il pense qu'il y a en fait pas une différence de nature absolue entre l'homme et l'animal, mais des différences de degrés variables entre les animaux et l'espèce humaine, et parfois entre êtres humains et animaux. Et pour moi, ça rejoint aussi l'approche matérialiste. Si vous lisez l'article Animal de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on oublie souvent que Diderot était un matérialiste. Bon, matérialiste un peu spécial, mais je ne connais pas de matérialiste standard, donc c'est pas gênant. Mais dans l'article Animal de l'encyclopédie, il a cette idée de continuité du vivant. Et donc il ne sera pas dans une exception humaine, mais dans une hiérarchie de fonctions. Et donc l'espèce humaine serait peut-être plus complexe selon les critères qu'on a énumérés. Donc ça serait déjà une autre manière de conserver une forme d'humanisme sans être dans l'exception radicale et surtout en mettant de côté la question des devoirs et des droits envers les animaux, des droits des animaux sur lesquels on reviendra après. Bon. L'autre approche, c'est peut-être de sortir de cette idée d'exception humaine, qui pour moi est tout à fait idéaliste de ce point de vue-là, l'idéalisme étant l'opposé du matérialisme, bon. Et même de cette supériorité, même graduelle de l'espèce humaine par rapport aux autres, mais plutôt de penser le rapport humanité au reste du monde animal en termes de singularité. Voilà. Alors, ce n'est pas une thèse qui est très fouillée, c'est pas une thèse qui est... Mais moi, c'est là-dessus que j'essaie de creuser un petit peu. C'est quoi l'idée de singularité? C'est de dire que toutes les espèces animales sont singulières. Il y a un mode de vie des fourmis, le mode de vie fourmiesque, qui n'est pas le mode de vie des éléphants, le mode de vie éléphantesque. Et donc, il y a des univers de représentation, des univers de relations, des degrés de variation de comportement qui ne sont pas les mêmes chez les fourmis que chez les éléphants. Et pourtant, on dit que c'est des animaux. Bon, ah oui, c'est pas des plantes, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est des animaux. Bon, donc, il y a une singularité des fourmis dans l'évolution, comme il y a une singularité des éléphants, et il y a une singularité humaine. Le mode de vie humain n'est pas le mode de vie des chauves-souris. Et il nous est parfaitement, parfois, difficile, d'ailleurs, de comprendre ce que c'est que le monde des autres animaux. Heidegger disait que le minéral, le caillou, n'a pas de monde, l'animal est pauvre en monde, donc il est un monde, et que l'homme est configurateur de monde, par la fiction, etc. Et peut-être qu'effectivement, par le langage, on a développé certaines capacités que n'ont pas développées d'autres espèces, de même que le mode d'orientation géographique des pigeons voyageurs n'a pas été développé par l'espèce humaine. Bon. Donc, du point de vue d'une description scientifique ou d'une description matérielle des capacités des espèces, il y a des singularités. La question morale vient après, ce qu'on fait de cette singularité. Mais dire que certains animaux ont plus ou moins de monde, déjà, c'est vrai. Le monde de la tique, parce que c'est un exemple que prend souvent le philosophe Deleuze, le monde de la tique est très réduit, parce que là, juste trois données sensorielles. L'odeur du mammifère, elle tombe de sa branche, la chaleur pour retrouver la veine, et puis ensuite la dureté de la peau pour piquer. Voilà. Et d'autres animaux ont des mondes plus vastes. Et dans un même environnement, dans cette pièce-là, il y a un monde humain, il y a un monde pour les poissons d'argent, ces petits... voilà, il y a un monde pour les moustiques quand il y en a, il y a un monde pour les rats qui doivent quand même passer de temps en temps. Voilà, il y a des mondes différents. Est-ce que c'est toi qui donnais l'exemple des baleines à bosse, parce que tu t'as parlé
C'était sur le langage. L'animaux configurateurs de monde. C'est pas toi qui... Je fais peut-être une confusion, c'est toi ou Bruno Corbara qui évoquait la question de tubes planétaires créés par les baleines à bosse. Ah, c'est pas des tubes planétaires, c'est des hommes qui ont pris les chants des baleines à bosse et qui en ont fait de la musique. Alors, non, c'est autre chose. C'est qu'ils ont remarqué qu'en fait, il y avait diffusion d'océan en océan par cette espèce. Non, c'est pas moi. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que les modes de représentation par sonar de certains mammifères marins sont en train d'évoluer à cause de l'action humaine aussi. Voilà, des modifications, des variations. Donc, pour poursuivre sur cette question de la hiérarchisation, on en vient à la question de comment comment l'animal ou les animaux passent de la situation d'objet, du point de vue du regard humain, progressivement à la situation de sujet. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, ou est-ce qu'il y a une évolution? Alors, on va là aborder la question plutôt éthique, juridique et même politique de l'animal et du nouveau statut qu'on accorde aux animaux. Ce nouveau statut qu'on accorde aux animaux, il vient en partie aussi de cette nouvelle connaissance qu'on a du mode de vie animal, qui le rend plus complexe et sans doute plus sensible aussi. Maintenant, on va parler d'animal sentient, c'est-à-dire qui reçoit de douleur et plaisir, et pas simplement des sensations inertes, comme la vue, etc. Bon. La question de la morale et l'éthique animale, je ne suis pas sûr qu'il faille l'aborder par la question du sujet, justement. Même si on a pu repérer chez certaines espèces animales des processus de subjectivation, des tempéraments chez certains animaux, ce n'est pas forcément la question principale. La question principale qui nous est posée, notamment autour du débat sur le droit des animaux, la morale ou l'éthique animale, il y a même maintenant des départements de droit animal, de droit de l'animal. Est-ce que c'est droit de ou est-ce que c'est droit animal? Est-ce que c'est l'éthique de l'animal ou l'éthique animale? Vient à la fois en partie de meilleures connaissances qu'on a du comportement animal et peut-être de la perception que chez certains animaux, on peut aller jusqu'à des concepts, enfin des concepts, le mot est fort, mais en tout cas des relations éthiques ou morales entre animaux, peut-être, et puis surtout de toute l'action des sociétés de défense de la cause animale. Et les sociétés de défense de la cause animale, il y a un bouleversement au XXe siècle. Parce que ça commence au XIXe. Au XIXe, il y a l'apparition des premières sociétés protectrices des animaux, en Angleterre puis en France. Il y a la question de devoir humain vis-à-vis de l'animal, qui est posée dès le XVIIIe siècle, par exemple chez Emmanuel Kant. Mais au début, la question des devoirs humains vis-à-vis des animaux est totalement anthropocentrée. L'argument de Kant, par exemple, c'est de dire que, bien sûr, l'animal est un être qui n'a pas de raison, donc qui n'a pas de droit, qu'on peut user à notre avantage. Ça, c'est la vieille conception de l'animal qui est dominé par l'homme, dont on voit une conception, par exemple, dans certaines lectures de la Genèse, quand si Adam nomme les animaux, c'est qu'il a un pouvoir de domination sur lui, sur eux. Bon. Et donc chez Kant, l'idée des devoirs humains, en fait, est une analogie. C'est que pour éviter la cruauté entre les humains, il faut éduquer les hommes à ne pas être cruels envers les animaux. Et donc le rejet des combats d'ours, de chiens contre les ours, de combats de coqs, etc., progressif au XIXe siècle, a d'abord cette fonction-là, très humaine en réalité. Et même certaines sociétés protectrices des animaux sont très proches des courants aussi hygiénistes, un petit peu, je parle du 19e siècle, voilà, je parle pas d'aujourd'hui, hygiénistes qui peuvent aller jusqu'à la condescendance des dames de charité, qui vont faire la charité, qui vont s'occuper un peu de la morale des pauvres en disant qu'ils ne sont pas très morales, et puis de la morale des gens vis-à-vis des animaux pour les rendre plus moraux. Bon, je caricature un peu, mais il y a un peu de ça à cette époque. Dans la vraie révolution au XXe siècle, c'est toutes les théories qui, par exemple avec l'antispécisme, mais aussi par l'irruption de départements de droit, d'éthique et morale animale, renversent la question. Parce que justement, la question morale, elle se pensait à l'époque moderne, une époque qui a connu un peu la mort de Dieu, en tout cas, c'est-à-dire que l'idée que la morale ne se fonde pas simplement sur le texte biblique, mais par exemple, les droits de l'homme, c'est une certaine morale, mais qui, en tout cas en France, 1789, ne se réfère pas à Dieu, contrairement à la déclaration d'indépendance américaine.
où il y a Dieu à toutes les lignes. C'est autour de la conception du sujet qu'on fait de l'être humain le seul être moral, parce qu'il aurait de la conscience, que la conscience permet d'être l'auteur au sens étymologique, c'est-à-dire presque l'acteur de ses propres actes, et que donc on a de la responsabilité derrière. Ce qu'on déniait aux animaux pour toutes les raisons qu'on disait tout à l'heure. Bon. Mais dès le XVIIIe siècle, commencent à émerger dans la tradition plutôt anglo-saxonne d'autres conceptions de la morale que celle-là, les conceptions utilitaristes. Donc l'utilitarisme, c'est une doctrine qui a été d'abord popularisée par Bentham, Jeremy Bentham, qui consiste à dire que on peut fonder la morale non pas sur l'hypothèse d'une conscience, d'une raison, mais sur l'utilité, c'est-à-dire sur la capacité que chacun a à calculer, maximiser ou minimiser le plaisir et la peine. Et l'enjeu moral pour Bentham, c'est le maximum de bonheur pour le plus grand nombre. Et l'utilitarisme consiste à dire la morale, ce n'est pas quelque chose de métaphysique qui viendrait de Dieu ou de quelque chose qu'on ne connaît pas qui serait la conscience, mais du simple fait d'éprouver du plaisir et de la peine, du plaisir et de la douleur. Et Bentham pose la question. Si les animaux ont cette sensation, alors ils doivent avoir une morale. Bon, il ne va pas beaucoup plus loin. Il n'y a que 2 petits textes de Bentham qui sont connus et qui, dans toutes les anthologies du droit animal, sont cités, mais il n'en fait pas une théorie générale. Après, il se concentre sur l'utilitarisme juridique, l'utilitarisme ensuite qui va devenir l'utilitarisme économique. Il n'y a pas que la tradition utilitariste, je le dis au passage, qui peut s'intéresser à un fondement de la morale qui ne soit pas seulement la conscience ou la raison. Vous avez Rousseau. Parce que chez Rousseau, le fondement de la morale, c'est la pitié qui est naturelle et qu'ont les hommes et les animaux. Hein, c'est dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes qui développe cette thèse. Bon. Les animaux aussi ont de la pitié. Oui, mais il prend des exemples. Là, pour le coup, il lit Montaigne qui a lu Plutarque. Il prend des exemples de mamans, de mamans chiennes, tout ce que vous voulez, voilà, qui ont de la pitié pour leurs propres congénères, etc. Bon. D'ailleurs, au passage, même le sentiment de mort, maintenant, on sait qu'il existe chez certaines espèces voilà, qui s'aperçoivent de la mort de congénères, de la mort, voilà, et qui en éprouvent visiblement des affections, puisque nous partageons, en tout cas avec les mammifères, des affections et de l'expression des émotions. C'est un livre de Darwin qui a comparé l'expression des émotions chez les hommes et chez les animaux, déjà. Bref. Donc, cette idée qu'on va peut-être fonder la question morale sur d'autres critères que simplement l'exception que sera la conscience. Et donc, les défenseurs de la cause animale qui vont développer l'antispécisme ont cette thèse-là. L'antispécisme est une thèse qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'exception pour l'espèce humaine qui serait différente des autres. Toutes les espèces qui éprouvent des sentiments de plaisir et de peine ont droit à une morale. Alors, après, il y a des débats immenses, y compris au sein des différents antispécistes, d'abord pour savoir si tous les animaux ressentent le sentiment de plaisir et de peine. Si tous les animaux ont le même type de sentiment de plaisir et de peine. Exemple très simple, est-ce qu'une huître ressent un sentiment de plaisir et de peine alors qu'elle n'a pas du tout d'appareil nerveux central, etc. Ou est-ce que c'est une pure réaction quand on la pique, sans sentiment, sensation de plaisir et de peine? Et est-ce que le sentiment de plaisir ou de peine du homard, de la vache, du chien et de l'être humain sont de même niveau? Certains vont dire que c'est le même. D'autres vont faire des différences de degré entre effectivement la complexité de l'appareil nerveux animal. D'autres, comme Peter Singer, diront puisqu'on ne peut pas le savoir, on est obligé de faire comme si c'était le même. Et Peter Singer dit c'est la raison pour laquelle je ne mange même pas d'huîtres, parce que je suis incapable de savoir si une huître ressent du plaisir ou de la douleur, parce que faut dire que le monde animal est hermétique au monde humain. Bon. Donc, c'est là-dessus que se fonde l'antispécisme, et qui donc est un anti-humanisme dans ce sens précis qu'il n'y a pas d'exception humaine. Et qu'il faut considérer et accorder des droits et des morales à tous les êtres sensibles. Voilà. Est-ce que vous pourriez élaborer un exemple de Peter Singer où il compare par exemple un cas où un humain dans une certaine condition aurait moins le droit de vie qu'un animal par exemple? Alors, c'est vrai que c'est un exemple qu'on cite très souvent de Peter Singer, bon, qui appartient aussi
cette deuxième particularité de l'éthique animale, je vais le donner, mais je fais un peu durer le suspense, c'est que ce n'est pas seulement une morale qui s'inspire de la tradition utilitariste, mais qui s'inspire aussi de la tradition plus pragmatique, plus casuistique de la psychologie, de la philosophie américaine. Et donc, on fait beaucoup d'expériences de pensée, comme les physiciens font des expériences de pensée, et donc on va citer des cas qui ne sont peut-être pas avérés, mais qui posent problème. Bon, et donc, Peter Singer pose la question suivante. Si on a un enfant humain, hydrocéphale, quasiment, vous voyez, sans aucune, ce qu'on appelle pour nous aucune conscience, rien, mais quand même un enfant humain, qui risque de mourir, et qu'à la place, que pour qu'il survive, on doit sacrifier un chien d'aveugle. Donc, il y a un haut potentiel d'organisation mentale. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment choisir? Bon, toute cette même tradition de la philosophie casuistique et pragmatique fera des expériences de pensée avec les animaux, avec les humains, en disant, voilà, vous êtes au bord d'un train, vous savez que la seule façon de sauver le train, c'est de pousser un obèse, ils disent, sous le train. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce que vous faites? C'est plus facile de l'arrêter que s'il fait 30 kilos. Oui, c'était ça. Voilà. Oui. Bon. C'est l'efficience. Donc, nous, ça nous semble tout à fait curieux comme manière d'aborder les questions. Mais c'est vrai que dans la tradition de l'antispécisme qui vient des États-Unis, pour cette partie, il y a toujours ce mélange à la fois d'idées que, parce que ce sont des êtres sensibles, ils ont une morale, et la manière d'introduire les choses. Mais cela dit, j'ai ici parfois des expériences de pensée, et pas toujours. Parce que la question de la survie, la condamnation d'un animal pour sauver un être humain, c'est posé. Et c'est posé parfois de manière pas juste anecdotique, je ne sais pas, un chien de défense ou dans des situations compliquées. Oui, ou tuer son cheval pour récupérer de la chaleur pour des soldats qui seraient en Sibérie. Ou des voilà, par exemple, voilà. Ça a été le cas aussi dans les années 70-80 pour une opération du cœur, où un cœur de babouin aurait pu être greffé sur un bébé. On a opéré, donc on a tué le babouin pour prendre le cœur, pour le mettre dans le bébé, avec des débats immenses de casuistique juridique. Sur les zoogreffes. Oui, voilà, tout à fait. Puisque évidemment, à partir du moment où on admet que l'être humain est un animal comme un autre, toutes les barrières d'espèces qu'on croyait sont en train de sauter, sans compter les manipulations génétiques qui mettent ça. Excuse-moi de t'interrompre, c'est vrai qu'il y a aussi le dilemme qui est souvent utilisé, le dilemme éthique du canoë. Je ne sais pas si tu vois ce dilemme qui est la question de savoir sur un canoë où les gens sont trop nombreux, toujours on manque de denrées, et il y a un chien qui est là, et donc la question c'est parmi les personnes qui sont à bord du canoë, est-ce qu'il faut jeter le vieillard, l'enfant, la femme, le chien? Et spontanément, quand on fait le test, tout le monde dit le chien. Et si on rajoute dans l'expérience de pensée qu'en fait c'est un chien qui est un chien précieux parce que c'est un labrador qui est capable de sauver des gens qui se noieraient, alors les gens inversent leur réponse. Mais toujours pas par rapport à la valeur de l'animal, mais par rapport à la valeur de l'animal pour l'être humain. Oui, alors... C'est pour ça que dire qu'il faudrait accorder un statut de sujet à l'animal pour qu'il ait des droits nous replonge dans cette idée que n'est susceptible de droit que quelqu'un qui est sujet. Et comment on définit sujet? Dans la tradition philosophique, la conscience, la raison, etc. Ce n'est pas l'approche de l'éthique animale qui, au contraire, va dire tout être sensible, alors avec toutes les variations que j'ai dit tout à l'heure et les débats, aurait droit à une morale. Bon. Et puis un deuxième débat qui se pose aussi c'est de savoir si entre eux les animaux peuvent avoir des relations de morale. Bon. Et donc on l'a vu chez certaines espèces supérieures. Et troisième débat pour aller jusqu'au bout. Juste pour reprendre avant que tu finisses, est-ce que tu peux préciser des relations de morale? Oui, on a vu ça dans des espèces de singes, chez certains chimpanzés, dans les relations justement d'alliance autour du mâle dominant ou pas, des relations où des animaux ont pactisé entre eux pour battre l'autre, etc., etc. Que sur certaines expériences, on s'aperçoit, par exemple, en donnant des récompenses inégales à des singes pour la même tâche, ils ont des comportements de réaction. Donc, ils ont intégré qu'ils avaient d'habitude une récompense analogue pour un travail analogue. Et en fait, là, pour le même travail, il y en a un qui n'a pas la même récompense. Donc, il y a des phénomènes de jalousie qui... Voilà. Alors, est-ce que la morale et la jalousie, c'est... Bon,
autre chose peut-être, mais ou pas. Bon. Je t'ai coupé, du coup, le troisième point. Oui, à ce titre-là, certains vont encore plus loin dans le problème jusqu'où va l'éthique animale à partir du moment où on reconnaît aux animaux la sensation. Est-ce que nous devrions, nous, humains, parfois intervenir quand deux animaux sont dans une relation où l'un risque de manger l'autre, hein? Donc il y a notamment un article qui a été publié dans les cahiers antispécistes de Saponzis qui dit « Est-ce qu'il faut sauver le lièvre poursuivi par le renard ?» Alors, c'est un article écrit à la manière de la philosophie analytique américaine, donc c'est une grande question sur la manière dont la question est posée, etc., avec une présentation sous la forme de dilemme logique, etc. Mais sa conclusion, c'est que si on le peut sans causer de dégâts supplémentaires, on le doit. Bon, déjà, ça exemple le fait que dès qu'on ignore que c'est le cas, on n'est pas obligé de le faire. Bon. Mais ça va parfois jusque-là. Hein, donc il y a... Bon, mais je dirais ces degrés de radicalité dans les mouvements ou les conceptions antispécistes, on trouve le même degré de radicalité dans toute forme de mouvement, y compris dans les théories du sujet, etc. Donc c'est pas un argument contre, quoi. Hein. Par contre, ce qui est assez déconcertant pour nous, c'est cette manière de traiter les choses du point de vue de la structure logique de l'argumentation, mais aussi du critère de sensibilité, et parce que les exemples qui sont pris ensuite heurtent un peu la manière dont nous on pense les choses. Par exemple, la comparaison de la souffrance animale à l'univers concentrationnaire. Ça peut choquer notre tradition. Hein. Vous avez plusieurs ouvrages qui font cette comparaison. Donc Peter Singer parle de l'univers concentrationnaire des élevages. Comment il s'appelle, qui a écrit un éternel Treblinka. Donc on voit la référence pour parler de Patterson. Voilà. Patterson a écrit un éternel Treblinka pour parler là encore de l'élevage animal. Bon. En cela, ils sont antispécistes et anti-humanistes. Parce que, non pas qu'ils sont favorables à un univers concentrationnaire pour les humains, mais ils disent si on est contre l'univers concentrationnaire, contre Treblinka, c'est parce que les gens souffraient. Si les animaux souffrent dans des manières aussi massives, parce que la souffrance animale est massive en termes de quantité, hein, je peux citer quelques chiffres pour ceux qui... Voilà. En France, 1 milliard d'animaux sont abattus pour la boucherie, 30 millions par la chasse, sans compter ceux qui sont blessés et qui vont mourir plus loin. La fourrure, c'est 40 millions d'animaux dans le monde. 590 000 tonnes de poissons pêchés. Je crois que c'est 950 millions de volailles dans le monde. Hein, oui, c'est des chiffres énormes. Bon. Et si on considère, avec les antispécistes, qu'il y a souffrance, donc morale, alors il faut faire quelque chose. Voilà. Et c'est ça le mouvement antispéciste, avec la manière de travailler d'associations comme L214 ou d'autres, qui vont dénoncer la souffrance animale et mettre des mots, parce qu'une part de la souffrance animale est évidemment ignorée. L'une des difficultés aussi, c'est qu'on a tellement éloigné l'animal du monde humain urbain que nous sommes, qu'on oublie ces relations-là. À part les animaux de compagnie, mais qu'on a tellement humanisé qu'on en fait une exception. Bon. Les abattoirs sont plus en centre-ville, mais au début du 19e siècle, 20e siècle, vous aviez des chevaux dans les rues. Donc il y avait un contact avec l'animal, soit parce qu'il partait à la boucherie, soit parce que c'était celui qui conduisait les gens. Hein, donc toute cette chose-là étant perdue, on a anonymé, bon bref, on a rendu anonyme l'animal, on l'a invisibilisé, voilà. Mais vous voyez, dans les supermarchés maintenant, au rayon viande, il n'y a plus écrit ce que c'est. Il n'y a plus écrit côte, machin, donc vous voyez, à braiser, à cuire, voilà, pour faire oublier que c'était une partie d'un animal dont on pourrait avoir une image. Oui, parce qu'avant on avait dans les boucheries, ouais. On avait l'araignée, la côte, tout ça, avec le dessin découpé. Là. Il y a un mot que tu n'as pas utilisé, est-ce qu'il est présent dans la philosophie? Tu nous as parlé de plaisir et peine. Est-ce que l'idée de bonheur, du bonheur animal, est-ce que les animaux peuvent être heureux? Est-ce que c'est une question qui est abordée en philosophie? Alors, à partir du moment où on range la question de l'éthique animale et donc la réflexion philosophique sur l'éthique animale, oui. D'abord parce qu'en philosophie, la question centrale de la morale, enfin, sauf si vous êtes juste théologien que vous pensez que c'est l'obéissance à Dieu, bon, la question centrale, c'est le bonheur. Dans son acception générale, c'est-à-dire la vie bonne, en réalité.
Bon. Alors pour certains, la vie bonne, c'est renoncer au plaisir, hein, c'est la l'ascèse, etc. Bon. Et pour les épicuriens, les matérialistes, voilà, c'est plutôt le plaisir. Voilà. Bon. Donc la question qui va se poser pour la question des droits des animaux, c'est si l'on considère que l'homme a un droit à un bonheur, est-ce qu'on doit considérer, pour la même raison, que certains animaux ont un droit au bonheur? Et comment on le définit? D'où les questions au sein des mouvements antispécistes sur la question animale. Est-ce que, d'une part, il faut réduire la souffrance animale ou l'abolir? Est-ce qu'il y a un droit de vie pour l'animal? Comme on a fait du droit à la vie un droit fondamental de l'homme qui est sanctionné par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Tout être humain a droit à la vie. C'est un article qui est souvent cité contre la peine de mort d'ailleurs. Bon. Bon, est-ce que donc les animaux auraient un droit à la vie et à quelle vie? Une vie naturelle, une vie sauvage? Que faire des animaux qui ont été humanisés? Et là, avec aussi des variations dans le mouvement antispéciste, certains qui vont aller radicalement dire que les animaux qui ont été humanisés sont des monstres et on n'a aucun intérêt à les conserver. Par exemple, on n'aurait aucun intérêt à conserver les vaches d'élevage qu'on a maintenant, qui sont toutes une création du 19e siècle en réalité. Hein. Et les limousines, etc., ce n'est pas des vaches sauvages, naturelles. Bon. Et d'ailleurs, cette sélection des espèces avait aussi servi à Darwin pour faire sa théorie. Bon. Moi, ça renvoie à un autre débat, qui est un débat intérieur peut-être aussi au camp matérialiste, c'est la question qu'on passe de la nature. Et est-ce qu'on fait de la nature un ordre? Et si on fait de la nature un ordre, on pourrait se dire, bah oui, tous ces animaux qui sont des monstres, à terme, on ne doit pas les conserver, on ne va pas les abattre, mais en tout cas, on va peut-être les stériliser pour qu'ensuite, il n'y en ait plus, quoi. Bon. Moi, là, c'est ma conviction matérialiste, je ne suis pas naturaliste de ce point de vue-là, parce que je sais, c'est une certitude, c'est une thèse, donc forcément on peut lui opposer d'autres arguments, mais c'est, comme le dit Démocrite, c'est que le monde est fait de hasard-nécessité. C'est que dans la nature, il y a aussi du hasard, il n'y a pas que de l'ordre. Et donc la nature, pour moi, ne peut pas être, en tant que telle, une référence morale. D'autant qu'on sait bien dans l'histoire à quoi ça a servi l'ordre naturel qui a assigné la femme à être dominée par l'homme, etc., par exemple. Hein. Bon. Voilà. Donc, voilà l'éthique animale un petit peu et la théorie antispéciste. Bon. Ça a développé donc le débat abolition ou réduction de la souffrance animale, avec toutes les campagnes, par exemple, pour que les poulets soient élevés en plein air et pas dans des cages, etc. Bon, ces campagnes qui continuent à perdurer. Mais certains ont estimé que finalement, ça n'avait servi pas grand-chose. Hein, et Peter Singer, notamment, l'a dit, ses premiers textes parus dans les années 70, il dit, du point de vue matériel, effectif, il y a de plus en plus d'animaux qui sont élevés dans des conditions industrielles et des conditions de souffrance. Bon, voilà pourquoi certains veulent aller plus loin, soit par des campagnes plus virulentes, plus radicales, hein, donc suppression des abattoirs, terrorisme, entre guillemets, c'est pas le mot que je voulais chercher, mais en tout cas, oui, des destructions de lieux d'abattage, etc., etc. Bon. Que d'autres proposent de passer à une approche plus politique de la cause animale et pas seulement morale. Voilà. C'est ce que tout va appeler l'animalisme, le manifeste animaliste, par exemple en France, de Peluchon, les livres de Kiminka et de Nelson qui s'appellent Zoopolis, hein, qui considèrent que on ne peut pas en rester simplement au bon vouloir des êtres humains, la caricature étant le Code civil français, qui a reconnu le statut d'être sensible aux animaux, mais qui doivent être utilisés comme des biens. Eh oui, en droit français, on a reconnu la sensibilité animale, et la phrase immédiate, c'est qu'on les utilise comme des biens. De quelle année ça Là, c'est 2016, oui, 2016. Oui. Il y a un tout petit livre. Oui, il y a un tout petit livre très, très clair de Florence Burga. Florence Burga est une philosophe qui est au CNRS maintenant, spécialiste de la question et, à titre de militante, de la cause animale, qui a écrit un tout petit livre qui s'appelle « Être le bien d'un autre », dans lequel elle analyse précisément cette évolution du Code civil, et c'est qu'elle ne permet pas, justement, parce qu'elle conserve le statut de bien, malgré tout, aux animaux, en distinguant les animaux de rapport, les animaux donc, pour l'agriculture, les animaux sauvages,
qui n'ont pas de statut, eux, qui peuvent être éradiqués, sauf s'ils sont des espèces protégées. Mais à titre d'espèce, pas à titre d'individu. C'est l'espèce qui est protégée, c'est pas tel ou tel animal en particulier. Bon. Donc voilà, il y a encore cette confusion dans le droit français. Enfin, cette confusion. Voilà, le droit français est encore à ce niveau-là. Voilà, il n'a pas du tout. Elle est beaucoup plus loin. Même s'il y a toute une série, maintenant, on a pénalisé la cruauté envers l'animal. Il y a quand même des choses qui sont rentrées dans le droit. Bon. Et c'est pour ça que Corinne Pelluchon, Kiminka et Donaldson invitent à penser une politique de l'animal. Politique de l'animal, c'est-à-dire se dire que la question ici, comme souvent, enfin, ici à la Maison de l'écologie, peut-être quelques-uns à penser que l'écologie doit être une question politique et pas seulement une question morale ou de bons sentiments. Bon. Et donc la question, c'est comment faire rentrer l'écologie comme matière première de la politique. Même chose pour la cause animale. Et ils estiment, le texte, par exemple, de Kiminka et de Donaldson, qui eux sont dans la tradition plus communautariste de la philosophie juridique anglo-saxonne et canadienne, disent on a déjà accordé un statut politique à des êtres humains qui pourtant n'avaient pas de conscience ou pas de parole, par exemple les personnes sous tutelle ou curatelle. Par exemple, il y a aussi la question du droit des générations futures. Le droit des générations futures consiste à donner des droits à des générations qui n'existent pas, donc qui n'ont pas la parole. Et donc, on les fait parler. Parce que les textes de Jonas qui disent qu'il faut que notre comportement actuel soit compatible avec la vie future possible, ça suppose que nous, on imagine ce que c'est que la vie future possible. Bon, donc, on voudrait contraindre le droit aujourd'hui, au droit des générations futures, principe de précaution, au nom de ce qu'on estime être le mode de vie des générations futures, qui, par définition, n'existe pas. Donc, on a bien donné un statut politique à un non-être, d'un point de vue presque métaphysique. Bon. Et bien, la même chose pour les animaux, nous disent Kiminka et Donaldson, on pourrait leur donner un statut politique. Par exemple, par le biais d'interprètes, qui seraient des personnes reconnues pour leurs compétences en éthologie, pour leurs compétences en droit animal, etc., et obligées dans toutes les législations, de même que certains voudraient obliger toutes les législations à respecter une règle verte de la transition écologique. Bon. Obliger toute législation à incorporer la cause animale dedans. Et c'est une manière de faire avec, c'est un livre assez épais, c'est pas juste une affirmation rapide, beaucoup de discussions sur le statut différent, en tout cas, de trois types d'animaux. Les animaux sauvages, avec justement, puisqu'on parlait du bonheur, comment est-ce qu'on préserve des zones de sauvagerie, et qu'est-ce qu'on fait des frontières. Les frontières, c'est très concret, c'est en Alaska, l'expansion humaine fait que le territoire des ours ou des grizzlies correspond au territoire humain. Donc, en Alaska, les gens ils vont jeter des poubelles avec des Magnum 400, je sais pas, des gros pistolets. Je ne connais pas bien en marque. Voilà. Non pas parce qu'il y a un taux de criminalité, mais parce que de temps en temps, dans la poubelle, il doit être face à face à un grizzly. Quoi. Donc, problème. Quoi. Donc, comment est-ce qu'on gère ces zones de friction comment on garde des zones sauvages? Comment on fait avec tous ces animaux qui vivent dans les villes? Les rats, les pigeons, etc. Les chiens errants dans certaines villes. Chien errant n'est pas un problème majeur en France, à part dans quelques villes du Sud, mais dans d'autres pays, c'est des vrais problèmes. Des ours errants, pour les ours ou les loups. Voilà. Bon. Voilà, tous ces éléments importants. Voir comment est-ce qu'on peut estimer qu'il faut recomposer parfois même l'architecture urbaine pour éviter qu'autant d'animaux se fassent écraser. Des chats, des chiens, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les conceptions politiques. Voilà. D'ailleurs, comment on peut expliquer que on fasse une différenciation entre la sauvagerie, qui est perçue quand même comme un anathème lorsqu'il s'agit d'espèces humaines, et qui est perçue comme quelque chose avec une balance positive quand il s'agit des animaux, parce que là, on a l'air de mettre un gradient de valeur où on considère que l'animal a droit à un espace sauvage, mais que pour l'espèce humaine, c'est négatif. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec l'idée quand même d'un ordre qui s'imposerait, qui serait que chacun a sa place? L'explication de l'utilisation du terme de sauvage là, pour décrire les êtres humains, moi je me range à celle que donne Lévi-Strauss dans Race et Histoire. Il explique, selon lui, que les mots de sauvage et de barbare
sont des manières de qualifier des hommes de sous-hommes parce que presque animaux. Parce que étymologiquement, le terme de sauvage renvoie à la forêt, donc opposé à l'animal sauvage qui vivait dans une forêt. Donc la nature, avec toute son agressivité, son absence de règles, la manière dont on parlait de loi de la nature comme loi de la jungle, donc loi du plus fort, par rapport au monde civilisé, le monde de la cité, dans lequel il y avait des règles. Et même chose pour barbare, c'est la manière dont les Grecs parlaient des peuples étrangers dont ils ne comprenaient pas la langue, donc parlant par borborisme, ils n'avaient pas le langage. Bon. Donc pour Lévi-Strauss, parler de sauvage, etc., pour l'être humain, c'est parler d'être proche de l'animal. Le terme de sauvage tel qu'il est utilisé par Kim Il-kai et Donaldson renvoie à autre chose, c'est-à-dire la nature non humanisée, non artificialisée. Donc c'est les parcs naturels. Voilà, c'est cette idée-là de conserver des espaces dans lesquels les espèces qui ont besoin de tant de kilomètres pour avoir un mode de vie convenable, etc., puissent continuer à vivre selon leur mode de vie, sans artifice. Amandine. Juste parce qu'ils se sont positionnés par rapport à certains antispécistes qui pensent qu'il faudrait intervenir dans le règne animal sauvage. Et est-ce que vous pouvez nous parler de leur position par rapport à ça, en fait? Parce qu'ils la critiquent, justement. Oui, et je ne me souviens plus. Donc, la question est très simple. Okay. C'est une bonne question. Je m'en souviens peut-être un peu, mais... Ben, voilà, très bien, parce que moi, j'ai complètement oublié ce passage. En fait, c'était l'idée qu'en fait, pour eux, ils avaient une idée que les animaux et les humains n'avaient jamais eu d'interaction, qu'il y avait une sorte de nature avant l'être humain, et que pour eux, cette idée est totalement idéaliste et qu'elle n'a jamais existé. Donc, finalement, l'idée que l'animal qui a été transformé au fur et à mesure par les humains est naturelle, en fait. Oui, alors ça renvoie... Pas... Non, en gros, c'était cette idée-là. Donc, en fait, un animal qui a été transformé par un humain n'est pas une sorte de monstre. C'est ça. En gros, c'était cette idée. Quoi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, sur le statut des animaux qui ont été domestiqués et qui pourraient ne plus avoir droit à la vie du point de vue certains véganes. Alors, je me souviens plus que c'était dans Zoopolis que c'était aussi exprimé, et ça renvoyait à ce que je disais tout à l'heure par rapport au concept de nature. Oui. D'abord parce que, c'est un slogan maintenant écolo, nous sommes la nature qui se défend. Bon. Mais là, en l'occurrence, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, en partie, le monde artificiel que nous avons conçu est issu de la nature. Sauf à croire que nous sommes une exception pour des raisons d'âme, etc., qui ferait qu'on serait hors de la nature. Oui, c'est cette nature qui, comme je disais tout à l'heure, est hasardeuse et peut aussi bien produire du bien que du mal, et elle peut produire des centrales nucléaires aussi, par notre intermédiaire, d'un certain point de vue. Voilà. Et donc, le rapport qu'on a à ces espèces, qui sont des espèces qui ont changé de mode de vie, voire même de conformité physique, du fait de l'action humaine, pour certains véganes, pour l'occurrence, c'est des monstres, là, de Kim Il-kai et Donaldson, qui parlaient justement des animaux liminaires. Parce que les rats, les pigeons qu'on connaît, ce ne sont pas des animaux qui vivent dans la nature habituellement. Ils ont été transformés par le mode de vie urbain. Donc il y a cette relation à avoir et à intégrer aussi. Il y a quand même un point, parce que je ne sais pas si on s'achemine vers la fin. Oui. Je pense qu'il y a deux, trois questions qu'Amandine voudrait poser, qu'elle a lu avec attention ce livre, et puis après on va échanger avec la salle. Je pense qu'on a un peu abordé toutes les questions, mais finalement... Peut-être plus généralement, parce que là on parle de l'animal, c'est vraiment notre rapport entre culture et nature en fait qui est complètement déconstruit quand on pense l'animal aussi. Oui. Et en gros. Mais en fait, j'avais pas vraiment une question précise, mais c'est aussi pour ça que la question animale, c'est une question écologique. En fait, quel est notre rapport à la nature qui finalement est nous-mêmes, quoi. Et est-ce qu'on a un rapport plutôt utilitaire aux animaux ou à la biodiversité, à notre environnement, ou est-ce qu'on doit avoir un autre rapport? Ça, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large, mais ça s'inscrit dans cette rupture de la modernité qu'on citait tout à l'heure. Et là encore, moi, j'accuse pas Descartes de tous les maux. Mais au même moment où Descartes fait la distinction entre la raison et la conscience, c'est aussi que apparaît notamment dans les textes des encyclopédistes et d'autres la différence entre nature et culture, et notamment la notion d'éducation, c'est-à-dire le fait que l'espèce humaine aurait cette spécificité qui serait de s'éduquer elle-même et de s'arracher progressivement à tout ce qui était animal en elle. Et ça a été une manière de penser l'opposition nature-culture qui a été dominante, en tout cas dans le monde occidental. Le monde occidental étant très variable, c'est pas l'Europe, ça peut aller très très loin.
c'est vrai que réinterroger là cette place de l'animalité en nous et en dehors de nous, hein, rebat les cartes. Et que on peut d'abord rappeler, c'est tous les travaux de Descola, hein, sur le fait que la césure entre culture et nature est culturelle, justement. C'est qu'elle est le fruit d'une certaine culture et qu'elle n'a pas d'existence absolue. Et que donc on peut avoir d'autres manières de distribuer les catégories mentales, juridiques, politiques pour comprendre le monde. Ça signifie aussi que il y a peut-être cette partie-là de l'action philosophique, culturelle, de la modernité qui est en cause, mais il y en a une autre quand même de mon point de vue, hein, et c'est parce que je suis marxiste aussi, c'est que la question de la domination animale a pris une échelle tout autre avec le capitalisme, hein, avec le productivisme. Les quantités là, que je citais d'animaux abattus, etc., ne sont possibles que dans un certain mode d'organisation économique. Du travail et oui. L'exploitation de l'animal va de pair avec l'exploitation du travail. Hein, l'invention des abattoirs de Chicago, par exemple, hein, qui a été le modèle du XXe siècle de la massification de l'élevage, etc., c'est dans une perspective totalement capitaliste où il s'agit en permanence d'intensifier le rendement, donc d'utiliser toute la rationalité économique, technique dans ce seul but-là. Hein, donc le capitalisme porte en lui un dévoiement de la raison humaine en le sens où il la réserve à une seule fonction, c'est la maximisation du profit, alors que la raison humaine peut penser autre chose, elle peut penser la science, elle peut penser la morale, elle peut penser... Bon. Et que donc là, il y a aussi une critique à faire du mode de production productiviste capitaliste qui est essentiel si on veut changer le rapport qu'on a aux animaux, entre les hommes aussi, évidemment. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui. Non. Tout à l'heure, il y a un truc qui m'a surpris, vous avez dit que dénoncer la souffrance animale, c'était être antispéciste. Je ne savais pas. Ah non, l'antispécisme est une manière de dénoncer la souffrance animale en disant toute souffrance est condamnable, qu'elle soit humaine ou animale, donc il n'y a pas de différence d'espèce, donc antispéciste, il n'y a pas de différence d'espèce entre l'homme et les animaux. Donc on doit dénoncer la souffrance animale au même titre qu'on dénonce la souffrance humaine. C'est ça être antispéciste. On peut dénoncer la souffrance animale en pensant qu'il y a quand même une différence éventuellement entre l'espèce humaine. Voilà. Mais non. Il y a l'idée qu'on est égaux mais différents. On n'est pas égaux pour les antispécistes. Oui, c'est ça, pour les... Si on peut définir... En fait, on doit prendre en considération l'intérêt des autres espèces, mais sans considérer qu'on est dans un rapport d'égalité. En fait. Ni de supériorité. Ni de supériorité non plus. Ouais. Et on a quelque chose entre les deux. Il y a certains antispécistes qui diront que bien sûr, ce sont des espèces différentes, mais que du point de vue de la morale, c'est identique. Oui, parce que l'idée d'égalité, par exemple, si on considère l'égalité homme-femme, c'est pouvoir avoir le même travail, etc. Mais par exemple, je prends l'exemple d'un chat, il n'a pas besoin de manger la même nourriture qu'un être humain. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être un rapport d'égalité, parce que les intérêts sont différents. C'est-à-dire qu'on confond souvent, mais ça c'est classique, hein, égalité, identité, voilà, bon. La question c'est par rapport à quel type de critères on fait ces comparaisons. L'égalité homme-femme, c'est par rapport aux droits. On doit avoir les mêmes droits. Bon, mais on n'est pas identique. On n'est pas identique, mais on n'est pas identique pour certaines... Voilà, on n'a pas la même morphologie, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir les mêmes droits. Donc là, il y a cette différence. De même qu'on n'est pas identique entre êtres humains. Individuellement, il y a des grands, des petits, etc. Mais on a les mêmes droits. L'égalité, c'est par rapport aux droits. Pour les antispécistes, il doit y avoir égalité de droits, mais pas identité. Voilà. Il n'y a pas identité, évidemment, entre une fourmi et un éléphant. Mais ils ont les mêmes droits. S'ils souffrent, pareil, ils ont les mêmes droits. L'éléphant, l'humain, la fourmi. D'autres questions? Bon, ça va venir. Est-ce que tu ils osent pas, ils sont timides, tout ça. C'est froid. C'est quand même bien.
C'était bien dense. Est-ce que du coup, au-delà de cette réflexion que tu mènes, notamment sur l'histoire, sur les transformations juridiques, tu as un point de vue, toi, en tant qu'individu, en tant que personne, sur les questions contemporaines qui sont débattues, par exemple, sur les zoos sans animaux. Alors, les zoos sans animaux. Sans animaux. Parce qu'en ce moment, on légifère sur cette question pour savoir s'il faut interdire les zoos avec des animaux. Je vais faire une réponse dans deux perspectives différentes. La première, c'est que du point de vue de l'urgence de la cause animale, c'est pas ça le principal. De même que les corridas en France, c'est pas le principal. Parce que le nombre d'individus qui sont concernés, c'est le nombre d'animaux qui souffrent, est ridiculement bas par rapport à tout ce qu'on ignore de la souffrance ordinaire, animale, etc. Premièrement. Bon. Néanmoins, sur ces questions, il y a des vrais débats. Bon. Dès lors qu'il y a souffrance, on devrait le condamner. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit interdire tout travail avec les animaux. Et là, c'est toute la difficulté qu'il va y avoir, comme dans toute législation, à distinguer ce qui serait un dressage qui serait violent, d'une coopération, d'un jeu. Parce qu'on voit bien que certains chiens, par exemple, sont dressés à faire des choses, par un système de récompense, et qui jouent. Les douaniers ont des chiens qui sont très joueurs. Quand ils ont trouvé le petit lait de hashish, ils sont super contents. Ils disent, voilà, bon, ils ont été dressés à ça, mais ils ne souffrent pas. Tout le monde est content quand il trouve une petite poulette. Mais oui, c'est ça le problème. Voilà. Mais, alors dans les cirques, la question c'est comment s'opère le dressage des animaux, d'une part, et évidemment, et le mode de vie. Alors, et à l'évidence, il ne doit pas être très sympa pour un tigre de rester dans une cage pendant 3 jours, d'être transporté, etc. Donc là, il y a souffrance. Pour certains animaux qui peuvent être parfois domestiqués comme les éléphants, dans quelle mesure ? Dans quelle mesure leur espace de vie étant tellement confiné tout le temps que c'est souffrance ? Est-ce que si c'était des animaux qui sont dans un parc et qui ensuite viennent faire des exercices comme... Voilà, je pense que là, la question doit être achinée après, quoi. Mais par contre, évidemment, le mode de vie des tigres, des éléphants, etc., dans les cirques, comme les delphinariums pour un certain nombre de mammifères marins, ne sont pas des conditions qui correspondent à un mode de vie plaisant pour l'animal. Voilà. C'est-à-dire que la ferme des 1000 vaches, c'est des choses comme ça, sont des choses prioritaires par rapport à ces combats-là ou... En termes de quantité, oui. Surtout que la ferme de 1000 vaches amorce un saut encore dans l'exploitation animale. Oui. Mais ce qui est intéressant avec la ferme des 1000 vaches, c'est que c'est pas parce que c'est une grosse exploitation que les animaux sont plus maltraités que dans des petites exploitations. Mais après, c'est compliqué. Oui. Mais oui. Mais ça n'aide pas. Mais ça ne va pas aider, effectivement. Il est plus facile d'avoir un mode de vie plus sain, respectueux pour les animaux dans de petites exploitations avec la possibilité d'avoir des espaces que dans une ferme de 1000 vaches où forcément il y a industrialisation de la chaîne et là il y a toujours confinement. Alors je pense qu'il y a des perceptions dans le mouvement vegan par rapport même à l'industrie laitière, mais même si c'est une exploitation raisonnée, on va dire, par le simple fait de la traite. La question fait débat parce que c'est déjà une utilisation de la ressource, enfin une forme d'exploitation, dit-on. Est-ce que tu as un positionnement par rapport à ça ? Ben là encore, le débat se place sur deux aspects un peu différents. Il y a un premier aspect qui est celui de la souffrance éventuelle, parce que les conditions de production actuelles des produits laitiers dans une agriculture productiviste, etc., sont des conditions de souffrance. Comme par exemple l'exploitation de certaines ruches dans des machines automatiques à récolter le miel qui broient les abeilles, sont des conditions. Comme la production d'œufs qui fait qu'on broie les poussins mâles à la naissance. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Donc ça doit en tant que tel être remis en cause. Bon. L'autre question, c'est est-ce qu'une fois qu'on a éliminé tous ces facteurs, est-ce qu'on pourra avoir encore du lait, du fromage pour la consommation humaine et dans quelles conditions et dans quel exercice, quoi. Et je pense que là, on ouvre des chantiers de réflexion et qu'on ne peut pas être tranché dès le départ. Que par exemple, moi je ne vois pas pourquoi l'utilisation des abeilles pour produire du miel dans de bonnes conditions, donc la question des broie pas, etc., dans des ruches à taille humaine,
dans des ruches à taille d'abeille, enfin voilà, où on s'en occupe comme ça, serait un problème. Voilà. Je ne vois pas pourquoi l'utilisation, même à titre de force motrice pour certains animaux, comme ça se pratique encore, d'aide pour les chiens d'aveugles, etc. Alors qu'évidemment, dans la nature, les chiens ne sont pas des aides pour les aveugles, bon, voilà. Encore que pour la symbiose qu'il y a entre certaines espèces, bon, sera un problème. Après, il va y avoir des points où peut-être qu'on découvrira qu'il n'est pas possible d'avoir telle exploitation de l'animal sans un certain degré de souffrance. Et la question qu'on devra se poser, c'est est-ce que ce degré de souffrance, de mon point de vue, est analogue à la souffrance qu'on tolère dans les relations humaines. Il y a celles qu'on rejette, mais il n'empêche que les relations de travail sont en partie des relations de souffrance. Donc on veut diminuer l'exploitation de l'homme par l'homme, mais jusqu'à quel point? À moins de croire qu'on ne travaillera plus du tout, il y aura toujours une part de travail. Est-ce que donc on doit avoir le même raisonnement pour l'utilisation qu'on peut avoir de certains animaux ou pas? Et la question fondamentale, c'est est-ce qu'on a le droit de tuer des animaux pour les manger? C'est encore une autre question. Parce que là, c'est indépendamment des conditions de vie, de souffrance, etc. et d'exploitation. Voilà. Est-ce que c'est une question tranchable, ça? Je pense que là, c'est une thèse, comme toute thèse, elle n'est pas tranchable. Si vous pensez que si vous pensez même que naturellement l'être humain est un omnivore et qu'il peut manger de la viande, vous direz que oui, on peut le faire. En revanche, on n'est pas obligé de le faire dans les conditions actuelles et dans les quantités actuelles surtout. Parce qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'on mange trop de viande. On commence à manger trop de viande. Et que par ailleurs, on sait manger autrement. Et si on pense que la nature n'est pas figée, donc la nature de l'homme n'est pas figée elle-même, on peut se dire qu'on peut tendanciellement transformer notre mode de consommation, puisqu'on découvre qu'en dehors d'un monde de vie précaire et naturel, on n'a pas forcément besoin de viande pour survivre. Et qu'on a actuellement, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, la capacité de se nourrir sans viande. De toute façon, pendant des siècles, les gens ils ont mangé très peu de viande. Oui, mais très peu, c'est encore un peu, par rapport au débat au cœur. Donc sans doute que le mouvement flexitarien, etc., est une manière de revenir à un mode de consommation de la viande qui est beaucoup plus proportionné par rapport aux besoins réels. La question, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas, essayer de ne plus manger de viande du tout. Et là, c'est un débat, évidemment. Pour des véganes, il faut absolument supprimer toute consommation de viande. Pour d'autres, il faut la réduire drastiquement, tout en admettant que dans notre mode de vie humain, on peut être omnivore et manger encore de la viande. Mais comme vous avez dit, c'est toujours la question de la nécessité. Quand la souffrance animale est causée alors qu'elle n'est pas nécessaire, c'est la limite en fait. C'est la limite. Pour les véganes en tout cas. Oui. Ouais. Voilà, c'est la limite, mais est-ce qu'on doit supprimer totalement la viande dans l'alimentation humaine? Si c'est une souffrance qui n'est plus nécessaire parce qu'on peut manger totalement végétarien, on peut l'admettre. Sinon, non. Est-ce qu'il y a des végétariens ou des véganes dans la salle? Non? Oui? Alors, est-ce que c'est un choix ou moi, je suis flexitarien. Flexitarien. Moi, ça fait au moins 3 ou 4 ans que je n'ai pas acheté de viande, par exemple. Bon. Je ne dirais pas ça des poissons, j'ai encore peut-être des illusions. Alors, est-ce que c'est un choix idéologique? C'est un choix. C'était aussi, en fait, au bout d'un moment, j'ai juste relativisé en me disant que c'était juste des saveurs auxquelles je renonçais. Et qu'il y avait une vie derrière ça, en fait. Donc à un moment, j'ai connu le goût des merguez, c'est très bon. Mais en fait, ça n'a aucune valeur parce que c'est que du plaisir, justement, et que c'est quelque chose qui est facilement enlevable, en fait. C'est ma perception des choses qui m'a fait arrêter. Voilà. Mais la souffrance animale est venue après. Je ne sais plus si c'est Tom Reagan ou Peter Singer qui disait que quiconque mange la viande ne peut pas comprendre la cause animale. Reagan serait plus radical. Je pense que c'est Reagan. Ouais. C'est dommage, ça se coupe de beaucoup de gens qui pourraient agir. C'est vrai. Alors, je ne sais pas, il y a d'autres questions, sinon j'en pose une dernière. Mais sinon, allez-y. Ouais, j'arrive pas à les formuler. Ce qui est intéressant, c'est juste le biais philosophique qui n'est pas forcément évident à saisir, mais en gros,
Moi, ce qui me questionne, en fait, c'est découvrir qu'on est un animal, en fait. Qu'est-ce que ça crée comme changement, en fait, de comportement donc, est-ce que c'est sans plus que ce soit anthropocentré, en fait. Pareil, c'est aussi la difficulté de est-ce qu'on va devenir un nouveau juge de la nature parce qu'on va essayer de la sauver de notre propre mode de vie. Enfin, je sais pas, ça me questionne, mais je sais pas si c'est concret comme question. Faut-il sauver la nature? On se sauve nous-mêmes, non? Je crois que... Voilà. Ouais. Après, un mode de vie animal, bon, maintenant qu'on a vu la richesse du monde animal, c'est peut-être beaucoup moins effrayant de dire que nous sommes des animaux par rapport à ce qu'on pensait faire notre exception et que notre singularité est peut-être déjà très suffisante. Hein. Je pense notamment que notre capacité au langage est quand même particulière par rapport à d'autres modes d'élaboration symbolique, qui sont quand même beaucoup plus réduits chez les animaux, mais voilà. Après, c'est difficile hein, de dire ce que c'est qu'un mode de vie animal. Hein. Dans son petit entretien, dans son abécédaire, là, Deleuze commence par A comme animal. Bon. Et il dit, qu'est-ce que c'est qu'un mode d'avoir une relation animale à l'animal? Hein? Comment avoir une relation animale aux autres animaux? Il dit, la plupart des gens ont une relation animale aux animaux, ils leur parlent. Moi, je parle à mon chat. Hein. Il s'appelle Godzilla, en plus, imaginez. Bon, voilà. Bon, mais il dit, c'est effarant d'avoir cette relation-là. Il dit, mais un mode de vie animal, d'espèce à espèce, c'est difficile à imaginer. Bon. Il ne s'agit pas de se dire que parce qu'on reconnaît notre appartenance au règne animal, on va, comme dans de mauvais films de science-fiction ou de préfiction qui ferait sur la préhistoire, se mettre à renifler. Voilà. Bon, non, simplement, ça nous permet peut-être d'être plus modestes dans notre mode d'apprendre les choses. Plus modestes et plus attentifs aux signes. Parce que même si on est peut-être l'espèce qui a le plus de relations symboliques, on peut échanger des signes avec les animaux. Hein. Tous. Et peut-être plus poétique vis-à-vis de la nature. Des fois, c'est des moyens transitoires de communication aussi. Le chat dans un couple, par exemple, quand les situations de conflit... Joker. Non. Oui, bien sûr, mais bon. Oui, mais l'idée qu'on partage des émotions avec les animaux, c'est souvent décrié comme étant une espèce de pitié mal placée, d'empathie mal placée, etc. Mais d'abord, du point de vue scientifique, comme l'a montré Darwin, c'est extrêmement important, intéressant. Et puis, oui, en effet, ça ouvre des mondes. Hein. Sérieusement, quand on se met à observer soit des animaux sauvages, quelques instants un peu plus de la nature, etc., ou quand on essaye de saisir des instants de communication ou une relation, ça ouvre des continents absolus, même s'il y a des barrières infranchissables. Hein. Thomas Nagel disait, c'est pas parce que je me suspends la tête en bas pas de balançoire, mais un trapèze, en fermant les yeux, que je saurais ce que c'est que vivre comme une chauve-souris. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des univers incompatibles. Voilà. Mais, voilà, un mode de vie animal, c'est un mode où on voit que dans la nature, il y a des relations entre espèces qui sont des relations de parasites, ou de symbiose, ou de prédateurs. Ben, on vit autrement. En Hein. faisant... Après, c'est des trucs croisés avec des personnes avec qui je suis plus familier. Mais il y a Laurent Testo qui parle d'un cataclysme de l'évolution de l'espèce humaine très très rapide. Et il y a aussi Vincent Mignero qui parle également de la notion de sauvage en fait. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que les sauvages semblent ne plus réellement exister en fait. L'humanité a donc été une espèce animale la plus invasive de la planète aujourd'hui et du coup a tellement colonisé la planète que le sauvage, même une forêt finalement n'est plus sauvage, elle est domestiquée même de façon lointaine par l'humanité parce qu'elle tolère ce qu'elle ne tolère pas. Du coup, quelle est la part fantasme aussi qu'on projette là-dessus, sur le sauvage, puisque finalement peut-être qu'il n'existe plus, et ça c'est de faux tout le monde, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est qu'un fantasme ou... C'est déjà une autre manière de parler de l'anthropocène, hein, déjà, de dire ça. Hein. C'est une autre manière de parler de l'anthropocène, de dire qu'effectivement,
on est sans doute une espèce qui a fait ça. Elle a laissé son empreinte, elle a marqué durablement les écosystèmes de sa propre activité. Donc là, en effet, on est quand même assez singulier dans le monde animal. Après, toutes les transformations du monde naturel ou sauvage n'ont pas de même importance. Bon, c'est vrai qu'en France, il n'y a quasiment plus d'espace sauvage. Hein. La plupart des forêts ont été quadrillées, etc. Des espèces ne sont plus les mêmes. Bon, voilà. Mais ce serait à l'inverse oublier ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'espèce humaine elle-même s'est transformée, qu'on a des relations avec d'autres espèces qui se sont transformées. Donc voilà, il y a cette espèce de transformation de la planète. On en est la cause, et puis on est embarqué dedans, et notre tâche, nous qui en sommes conscients, Schopenhauer disait qu'on est la matière ou la nature se vivant enfin sous la forme de la conscience. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant qu'on le sait? Avant, on ne le savait pas. Maintenant, on le sait. Ça fait à peu près 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on le sait. Voilà. Mais il serait temps de prendre en compte cette dimension. Est-ce qu'il n'y a pas justement un impensé religieux dans cette idée nostalgique qu'il ne reste pas d'espace du tout intact ou sauvage ou préservé de la présence ou de l'activité humaine? C'est une bonne thèse, ça. Une sorte de paradis perdu, quoi. Et que donc, comme si le paradis avait existé. C'est ça le présupposé. Parce que moi, j'allais finir sinon, mais s'il y a d'autres questions, je les laisse. Sinon, je voulais finir sur une dernière question, justement, qui était sur... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, je voulais finir sur cette dernière question, c'est sur ton cheminement intellectuel à toi, puisque tu es passé apparemment sans transition d'un livre sur la question de la laïcité à cette question sur philosophie à l'animal. Est-ce que toi, tu y as vu une continuité, une cohérence? Comment tu es passé d'un registre à l'autre? D'abord, moi, je me définis, comme Diderot, comme éclectique. C'est ça qui m'intéresse dans la philosophie. Il y a des philosophes qui sont spinozistes, il y a des philosophes qui sont kantiens, il y a des philosophes qui sont spécialistes de la question théologique. Non, moi, tout m'intéresse en philosophie. Donc, la philosophie politique m'intéresse, la philosophie des sciences m'intéresse. Voilà. Donc, moi, je suis comme ça. Voilà. C'est une maladie, peut-être. Voilà. C'est Platon qui disait qu'il est tout des philosophes ce pathos, cette maladie, l'étonnement. Ouais, moi, j'adore m'étonner. Donc je passe de théorie politique, théorie de l'animal, théorie de la matière. Je me demande s'il ne faut pas que je m'intéresse là un petit peu à la théorie de l'intelligence artificielle. J'en sais rien, mais ça m'intéresse aussi. Parce que si les machines pourront avoir de la conscience et de la sensibilité, vous imaginez, on aura de nouveaux problèmes. Eh ben, il nous reste à te remercier pour cet exposé et les réponses à toutes les questions. Merci beaucoup à tous. Merci.